Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un de mes photographes préférés, si ce n'est le photographe préféré. Je crois que si je suis devenu photographe, c'est en grande partie grâce ou à cause de lui, parce que c'est sa vision de la photographie, sa vision de la lumière, sa vision des femmes qui m'a le plus influencé, je pense. Et donc voilà, donc je voudrais parler de l'immense, du grand, du génial Helmut Newton. Voilà, et donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cet homme. Donc on va en profiter pour regarder certaines de ses images. Et si vous ne le connaissez pas, apprenez de lui, parce que il a tracé un sillon dans l'histoire de la lumière dont je pense que nous ne sommes pas prêts de l'épuiser, nous, petits photographes qui essayons de faire des choses et en suivant son sillage. Helmut Newton, c'est qui? Helmut Newton, c'est un monsieur qui est né en Allemagne, qui a commencé la photographie très jeune et surtout qui a été l'apprenti d'une photographe, bon hélas un peu oubliée aujourd'hui, mais qui est aussi quelqu'un dans son genre de révolutionnaire, qui est Else Simon. Else Simon, qu'on appelait Iva, eh bien c'est une grande photographe allemande. Iva, alors Iva était juive et comme hélas l'essentiel des juifs allemands, eh bien elle a été déportée, elle est morte en camp de concentration, donc dans le camp de concentration de Majdanek en Pologne en 1942. Helmut Newton lui doit énormément de choses. Il lui doit énormément de choses parce qu'en fait, c'est elle qui lui a donné son style, c'est elle qui lui a donné le goût pour la photo de femme et pour la photo de nu. Et donc, Helmut Newton, il a commencé comme apprenti chez Iva à 16 ans. Iva, c'était une portraitiste de mode extrêmement demandée pendant la période de l'entre-deux-guerres. Elle collaborait avec l'essentiel des revues de mode allemandes et certaines revues de mode anglaises à l'époque. Voilà, et donc c'est grâce à elle que Newton va partir avec une idée très particulière qui est le fait qu'on peut mélanger à la fois la mode et à la fois le nu. Dans la tête des gens de cette époque-là, il y avait d'un côté les photographes de nu qui étaient spécialisés dans ce domaine-là et de l'autre côté les photographes de mode. Et les deux ne se mélangeaient pas. Mais lui, justement, grâce à Iva, va faire la synthèse de ces deux univers-là. Évidemment, Newton, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit l'Allemagne dès qu'il en a l'occasion et donc il part en Australie. Et en Australie, il va faire plein de petits métiers. Il commence en étant un cueilleur de fruits. Donc pendant plusieurs années, il va cueillir des fruits en Australie jusqu'au moment où l'Australie rentre en guerre et en guerre, il s'engage et il devient chauffeur de camion. Et donc pendant toute la Seconde Guerre mondiale, Helmut Newton sera chauffeur de camion. C'est simplement à l'issue de la fin de la guerre, qu'il va redevenir photographe et qu'il va commencer à être le photographe que l'on va connaître après. Et surtout, en 1948, il épouse une femme extraordinaire qu'on découvrira plus tard dans la photographie, June. Et June, qui deviendra donc June Newton, Madame Newton, en 1948, elle était actrice, modèle, etc. Et on la verra dans beaucoup de photos d'Helmut Newton à ses débuts. Mais surtout, c'est quelqu'un qu'on redécouvrira dans les années 70, au début des années 70, sous un autre nom. Elle se fera appeler Alice Springs. Alors, Alice Springs, pour ceux qui connaissent l'Australie, c'est une ville en Australie, une ville au centre de l'Australie. Et Alice Springs sera une photographe extraordinaire qui photographiera notamment les travaux d'Yves Saint-Laurent, les travaux de Balthus, Robert Mapplethorpe, etc. Enfin, tout un très grand nombre de personnalités mondiales de l'art, de la mode, etc. Et avec une vision, une façon de travailler l'image juste extraordinaire. Mais je reparlerai d'Alice Springs un de ces jours. Pour l'instant, continuons avec Helmut. Et donc, du moment où il est démobilisé, donc il n'est plus chauffeur de camion, jusqu'à aller à la fin des années 40, donc 48, 49, il va faire plein de travaux. Il va se chercher un petit peu. Il fera du nu, un petit peu de mode, il fera un petit peu de journalisme, il va faire un petit peu de photoreportage d'entreprise, enfin beaucoup de choses. Mais à la fin des années 40, il se spécialise dans la mode et c'est dans le domaine de la mode qu'il va devenir le photographe qu'on connaît et dans lequel il va exceller. Au début des années 60, donc en 1961, il monte à Paris et il vient s'installer à Paris dans son appartement de la rue Aubriot.
c'est là qu'en fait, le monde va le découvrir en réalité, puisqu'il va commencer à travailler pour Vogue France. Alors, en quelques mots, Vogue France à l'époque, c'est plus grand chose, hein. C'est devenu un magazine has-been qui présente toujours le même type d'images qui sont ce qu'était la photographie de mode à la française des années 50. C'est quoi? C'est ce qu'on appelait les gravures de mode, c'est-à-dire des photos extrêmement posées, sans dynamisme, sans magie. En fait, les mannequins étaient présentés comme des beaux porte-manteaux dans une lumière qui n'avait rien d'extraordinaire. Et donc lui, il va débarquer avec tout son background, toute la façon de voir la photographie que lui a donnée Eva, et donc il va faire rentrer une espèce d'érotisme glacé, et révolutionner la photographie de mode à l'échelle mondiale, puisque ce qu'il va faire pour Vogue France, il va sortir Vogue France de l'ornière dans lequel elle s'était enlisée. C'était un magazine que plus personne ne lisait, hein. Et il va en faire un des premiers magazines de mode du monde, bien devant Vogue Amérique ou Vogue Angleterre, hein. Vogue Angleterre va exploser à la fin des années 60 grâce à Newton, mais grâce surtout à l'arrivée de Steven Meisel, de Herbrits, enfin de tous ces grands photographes, de Peter Lindbergh, qui vont arriver dans cette nouvelle vague. En réalité, début des années 60, Newton, personne le connaît, Steven Meisel, personne le connaît, Peter Lindbergh, il n'est pas encore photographe. Enfin, c'est toute la nouvelle vague, donc tous les jeunes qui vont arriver et qui vont balayer en quelques années toute l'ancienne représentation de la photographie de mode avec une vision totalement différente et totalement novatrice, à la fois du vêtement, du corps, des femmes et de tout l'univers graphique qui va aller avec. En 1961, il commence à travailler en France pour Vogue. Il dit cette chose que je trouve juste sublime, qui dit « Une photo de mode doit ressembler à tout, sauf à une photo de mode ». Et donc c'est cette idée révolutionnaire, hein, puisque à l'époque, quand quelqu'un faisait de la photographie de mode, il voulait que ça ressemble à de la photographie de mode, c'est-à-dire aux gravures que vous voyez actuellement à l'écran, c'est-à-dire à ce type de photographie très posée, très maniérée et sans grand intérêt graphique en réalité. Les photographes de l'époque n'étaient pas des artistes au sens où on va commencer à l'entendre à partir des années 60 et grâce à Newton. C'est aussi des rencontres. Je vous ai expliqué 1 million de fois que nul homme n'est une île et que le génie absolu qui se fait tout seul, ça n'existe pas, et que aucun des grands auteurs, des grands artistes, des grands créateurs que vous avez pu rencontrer dans votre histoire ne sont jamais des gens qui se font tout seuls, hein. Léonard de Vinci, il est pas né tout seul. Michel-Ange, il s'est pas fabriqué tout seul, etc., etc. Qu'est-ce que va faire Newton? Newton, il va fréquenter les milieux artistiques parisiens, et surtout, il va rencontrer 2 personnes qui vont révolutionner aussi sa façon de voir les choses. La première rencontre, ça va être celle avec Guy Bourdin. Alors, qui est Guy Bourdin? Guy Bourdin est, alors pour moi, le seul vrai grand génie de la photographie d'avant les années 60 en France, de la photographie de mode. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir un regard fou, un regard que personne n'a jamais eu. C'est-à-dire qu'il va envisager la création d'une image, la composition en coupant les corps, en ne jouant que sur les couleurs, les formes géométriques, etc. Chose que personne ne faisait. Et Guy Bourdin va être celui qui va inspirer tous les photographes qui vont venir après. Si on parle de Peter Lindbergh, si on parle de David Lachapelle, si on parle de Tchéko Ledman, si on parle de Hélène von Unwerth ou de tous les grands photographes de mode, bien tous vous diront que allez, leur papa, celui qui leur a donné envie de créer de l'image, de jouer avec des couleurs, etc., c'est Guy Bourdin. Donc je vous montre des photos de Guy Bourdin. Alors lui, je parlerai de lui, mais comment dire, il faut que j'accepte de finir un livre qui doit faire 800 pages et j'arrive pas à trouver le temps de le finir. Mais je vous promets que dès que j'aurai fini pour vous raconter une histoire vraiment approfondie de Guy Bourdin à qui je veux vraiment rendre hommage, eh bien je le ferai. Et par ailleurs, il va rencontrer un autre grand photographe, alors lui beaucoup moins connu hélas, qui s'appelle Hans Feurer. Hans Feurer, c'est un photographe suisse, alors suisse-allemand, lui qui est moins créatif au sens de Guy Bourdin, cela dit, personne n'est créatif à côté de Guy Bourdin, mais c'est quelqu'un qui va avoir une vision de la cassure entre l'éclair et les obscurs que peu de photographes avaient à l'époque. Donc Newton continue à découvrir des choses, le jeune Newton continue à rencontrer des photographes et surtout il va rencontrer la contre-culture. Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail. Qu'est-ce que c'est la contre-culture? Eh bien, c'est tout ce qui va se créer dans les années 60 dans le
dans le cadre des mouvements de la révolution sexuelle, qui dans le cadre de la lutte des féministes, mais aussi dans tout le travail des artistes qui vont s'élever contre tout l'ancien système, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir révolutionner les choses. Et donc, il va s'affirmer dans le cadre de la contre-culture et dans le cadre de la révolution sexuelle. Et donc, il va, pour des raisons militantes, essayer de travailler, produire des images de nature transgressive. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire montrer des choses que personne avant lui n'avait osé montrer dans le cadre de la mode. Ce type d'imagerie pouvait exister dans l'imagerie érotique ou dans l'imagerie pornographique, mais jamais dans la mode. Et le fait qu'il transpose cette imagerie issue de milieux qui étaient considérés comme secondaires, comme subalternes, comme n'étant pas de l'art, qui l'amène dans l'art, va amener une révolution profonde dans le regard qu'on va porter sur la photographie de mode ensuite. Et donc, il va faire coexister deux univers qui pourtant étaient radicalement différents, qui vont être d'un côté l'élégance et de l'autre côté le voyeurisme. Il va assumer le fait de se présenter comme un voyeur et de le dire en disant ce que je photographie, ça m'excite et ça me rend heureux de le photographier. Et c'est lui qui va inventer le mot de shooting. Lorsqu'on parle de shooting, alors shooting, to shoot en anglais, c'est tuer, c'est tirer avec une balle de revolver. Le fait de parler de shooting, c'est lui qui va populariser ce mot en disant quand je photographie une femme, je la tue de mon regard. Et le fait d'assimiler son appareil photo à un revolver, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, un certain nombre, notamment, il y a son livre qui s'appelle A Gun for Hire. A Gun for Hire, c'est exactement l'explication de cette façon de voir la photographie, qui est très agressive dans sa façon de voir le rapport entre le photographe et son modèle, mais quelque chose qui n'existait pas avant lui. Par ailleurs, il va être influencé par des courants fétiches. Alors, qu'est-ce que c'est le fétiche? C'est un courant qui était auparavant de nature érotique, qui est un univers qui vient notamment de l'imagerie de la bande dessinée américaine, comme des auteurs comme Eric Stanton. Eric Stanton, c'est qui? C'est un dessinateur qui dessinait des histoires de domination féminine dans un cadre très érotique. Il va ramener dans la mode les univers fétiches qu'il n'y avait pas droit de citer. Et donc, il va aussi toujours montrer des femmes dominatrices. Toutes les femmes qu'il présente ne sont jamais dans un état de soumission. Et si elles sont objet, au sens où je l'entends dans, par exemple, vous pouvez regarder cette vidéo où je parle de la question de la femme objet, il ne va pas la présenter en tant qu'objet subissant, donc en tant qu'objet au sens propre du terme, mais en tant que sujet agissant. Et on verra que beaucoup des photographies sont prises du point de vue féminin, ce qui est très révolutionnaire du point de vue d'un photographe qui est un homme. Et c'est quelque chose aussi qui va être très intéressant et surtout qui va révolutionner le regard que les femmes vont porter sur elles-mêmes en se disant nous pouvons être à la fois puissantes, à la fois dominatrices et à la fois triomphantes. La photographie d'Helmut Newton, c'est une ode à la féminité triomphante. Et même des photos où l'on pourrait penser que la femme est sujet, par exemple avec une selle de cheval sur le dos, si vous regardez, vous voyez qu'elle est tout sauf soumise et que son regard, il est au contraire très revendicatif. C'est tout ce travail et ce regard et cette direction de modèle qu'avait Newton. Vous savez, Newton ne travaillait pas avec l'œil vissé dans son appareil photo. Il portait l'appareil photo comme ça et il avait un travail en relation directe avec le modèle. Alors ça, je le sais parce que je l'ai vu travailler à l'époque où moi j'étais assistante à Publicis, je l'ai vu travailler comme ça. Il ne regardait jamais dans son objectif, dans l'œilleton de son appareil photo ou par en dessus. Il avait toujours le regard dirigé sur le modèle. Et son discours, sa direction, elle était à la fois très allemande, très directive, mais à la fois avec une chaleur, une bienveillance et une tendresse que je n'ai jamais vue chez aucun autre photographe. Et pour la petite histoire, la première fois que je l'ai rencontré, donc c'était pour le vernissage, la présentation du livre et d'une collection d'un styliste pour qui j'ai travaillé très longtemps et pour qui j'ai fait de grand nombre de catalogues. Catanzaro, un jour, présentait un de ses livres avec les photographies de ses créations. Et donc, il y avait une file d'attente avec des gens qui étaient en train d'attendre pour avoir une dédicace. Et à un moment donné,
Patrice se tourne vers moi et me dit, mais regarde qu'il y a dans la file. Et dans la file, il y avait un homme avec sa petite serviette en cuir dans les mains. Et c'était Helmut Newton. Mais Helmut Newton, il attendait comme tout le monde son tour pour avoir sa dédicace. Donc, ça vous montre un petit peu quel était le bonhomme, c'est-à-dire quelqu'un qui était extrêmement humble en réalité. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, je continue demain avec l'histoire de Newton. Je pouvais pas faire une seule vidéo sur lui, ça tenait pas en moins de 10 minutes. Donc, on se retrouve demain. En attendant, les amis, abonnez-vous à cette chaîne et puis on se retrouve demain. En attendant, soyez heureux, créez des photos.